Émeraude. Le mariage de la princesse Émeraude avec le prince Alix était fixé pour la fin du mois d'octobre. Émeraude essayait sa robe de mariée quand une bouffée de joie la fit rire presque malgré elle. « Ma chère couturière, s'écria-t-elle, en virevoltant dans sa robe de dentelle, dans 15 jours j'épouse le prince le plus beau et le plus courageux de toute la contrée. Je l'aime et je vais être sa femme. » La jeune couturière, partageant la joie d'Émeraude, lui répondit: « Le prince Alix est lui-même comblé par votre intelligence et votre beauté. » Soudain, le roulement d'un tambour troubla leur conversation. Dehors, un homme sinistre demandait à voir le roi. Quelques minutes plus tard, Louise, la nourrice d'Émeraude, entra tristement dans la chambre de sa protégée. « Ma belle Émeraude, soyez courageuse. Le prince Alix a été atteint par une épée sur un champ de bataille. Il ne survivra pas à sa blessure. » Incapable de prononcer un mot, Émeraude se précipita dehors en robe de mariée. Elle courut de toutes ses forces jusqu'à l'étang, comme si le vent qu'elle provoquait emportait avec lui un peu de sa douleur. Épuisée, sa robe déchirée par les ronces, elle se laissa tomber et fondit en larmes en implorant la mort. Quand elle releva la tête, elle constata avec stupeur qu'un grand cygne au plumage noir l'observait depuis l'étang. « La mort m'envoie vous chercher, lui dit-il. Montez. » Fascinée, Émeraude obéit et se blottit sur le dos de l'oiseau. À quelques battements d'ailes, le cygne noir entra dans le gris du ciel d'octobre et la princesse s'endormit. Elle se réveilla au fond d'une grotte ouverte sur une plage de sable. Des milliers de coquillages en suspension dans l'air ou accrochés à la roche laissaient échapper du sable à la manière des sabliers. À tout instant, certains disparaissaient tandis que d'autres naissaient. Chacun représente une vie humaine, dit la mort en se montrant soudain. Le sable qu'ils contiennent s'écoule lentement. Ils figurent le temps qu'il leur reste à vivre. Regarde, Émeraude, ton coquillage est ici. Émeraude, persuadée de n'y trouver que quelques grains, fut surprise de le découvrir débordant de sable. Pourquoi suis-je ici, madame, si je dois vivre 100 ans? Demanda-t-elle avec colère. Vouliez-vous me voir pleurer la perte de mon prince? Ton prince sera à moi dans 1 heure, reprit la mort. Son coquillage perd ses derniers grains de sable. Tu ne peux rien car mon pouvoir est immense. Mais on dit que ton intelligence aussi est grande. Je veux te mettre à l'épreuve. Comment? Demanda Émeraude surprise. Écoute ma question. En échange d'une bonne réponse, je ferai ce que tu veux, excepté de remplir un coquillage. Si ta réponse est mauvaise, je viderai le tien d'un coup. Es-tu prête? Émeraude hocha la tête et la mort commença. Qu'est-ce qui a disparu quand je t'ai parlé? La princesse ferma les yeux pour réfléchir. Elle essaya de revivre ce moment précis où la mort lui était apparue. Émeraude frissonnait, son cœur s'emballait quand soudain, à force de se concentrer, elle trouva une réponse. « C'est votre silence. »« Bien, répondit la mort amusée. Tu as gagné. Quel est ton vœu? Vous refusez de remplir un coquillage, mais vous n'avez pas interdit d'y ajouter juste un peu de sable, répondit Émeraude en regardant la mort dans les yeux. Celle-ci, contrariée, hésita. C'est contraire à ma foi, fit-elle au bout d'un moment, mais tu es maligne, j'accepte. Elle ramassa une pincée de sable qu'elle dispersa d'une main décharnée dans le coquillage d'Alix. Voilà, tu as gagné 1 semaine. Je ne te donnerai pas un jour de plus. À présent, mon cygne va te ramener chez toi. Je dois courir autour du monde. Résous cette autre énigme et si demain tu as la réponse avant le coucher du soleil, appelle-moi. Où que je sois, je t'entendrai, car, je te le répète, mon pouvoir est immense. Le cygne entrait dans la grotte quand la mort murmura. Qu'est-ce qui est plus grand que le château de ton père et plus léger qu'un cheveu de ta mère? Ayant posé sa devinette, elle disparut. Émeraude se réveilla au bord de l'étang. Il faisait nuit. Louise, sa nourrice, accourait près d'elle. Enfin, je vous trouve, ma douce enfant. Le prince Alix va mieux. Ne restez pas ici, venez vous réchauffer devant le feu. Aidée de sa nourrice, Émeraude rentra au château et accepta un repas. Elle se garda bien de parler de son étrange rencontre, et chacun se tut. On respectait trop sa douleur pour la questionner. Le lendemain, dès son réveil, Émeraude entreprit de résoudre l'énigme.
Déterminée à obtenir davantage de la mort, elle se répétait sans cesse. Qu'est-ce qui est plus grand que le château de mon père et plus léger qu'un cheveu de ma mère? Et chevaucha à travers bois. Elle fit 5 fois le tour du château en vain. Soudain, alors que le soleil déclinait derrière le donjon, Émeraude comprit et retourna à l'étang. Dès qu'elle eut appelé la mort, elle aperçut le cygne noir. Elle s'installa entre ses ailes et le voyage commença. Dans la grotte, la mort l'éveilla d'un souffle glacé. « As-tu la réponse, Émeraude ?»« Je le pense, répondit la princesse. La voici. Seule l'ombre d'un château est à la fois plus grande que lui et plus légère qu'un cheveu. » La mort impressionnée dévisagea Émeraude sans un mot, et finit par dire « Ta réputation est justifiée. Fais un autre vœu. » Émeraude se leva et partit sur la plage. À la mort qui la suivait, Émeraude demanda comme un défi « Votre pouvoir est-il aussi immense que vous le dites ?»« Certainement, répondit la mort sûre d'elle. Pourriez-vous soulever la mer, créer une tempête ou faire surgir le feu d'un volcan ?»« Je le fais tous les jours, sourit la mort. Prouvez-le moi. Créez le vent et la tempête. Et à ma demande, arrêtez tout. » La mort étendit ses immenses bras et, du bout de chacun de ses doigts, une étincelle partit avec une telle intensité qu'aussitôt le vent tourbillonna et la mer se gonfla. Émeraude courut se protéger dans un trou de la falaise. Juste à temps, une vague de sable portée par le vent s'engouffrait dans la grotte de la mort. « Arrêtez, laissez la mer où elle est, hurla Émeraude. Le vent se calma aussitôt. La mort s'étira jusqu'à sa grotte. Le coquillage d'Alix ainsi que quelques autres débordaient à présent de sable. Bonne joueuse, la mort siffla. Je ne te punirai pas. Toi seul as réussi à me faire faire ce que je refusais d'accomplir. Ton prince sera roi et vous vivrez ensemble jusqu'à ce que vos cheveux aient la couleur de l'écume. À ce moment-là seulement, je viendrai vous chercher. » Lorsque Émeraude rentra au château, Louise l'attendait. « Le prince Alix vous fait dire qu'il va beaucoup mieux et qu'il vous aime. » La date du mariage fut maintenue. Seule la couturière se fit beaucoup de soucis. Elle travailla jour et nuit et termina la nouvelle robe de mariée le matin même des noces. À la demande d'Émeraude, elle y broda 2 coquilles d'or. Personne ne sut jamais pourquoi. Agathe. La princesse Agathe avait plusieurs amoureux tout aussi aimables, aussi polis, aussi blonds les uns que les autres. Elle voulait un prince aimable, blond et poli, mais en même temps elle le rêvait différent. Or son mariage était prévu en novembre, et à 15 jours de la fin du mois elle n'était toujours pas décidée. Elle savait pourtant que quelque part la sorcière la guettait avec son rire glacé. Un matin, un petit portrait atterrit sur son balcon. Agathe se précipita et faillit recevoir sur le nez un morceau de bambou lâché par un canard sauvage, et ramassa ces objets mystérieux. « Ciel !» souffla-t-elle. « Le prince de ce portrait est plus que charmant, le cœur battant. » Elle découvrit un message gravé sur le bambou. « Je vous attends depuis longtemps, près de l'étang. Pour un baiser sur la bouche, évidemment, prince Florent. » Qui était-ce Florent? Un prince, certes charmant, certes différent, mais un prince tout de même culotté. Qui a l'idée d'envoyer un canard plutôt qu'un valet? Elle aurait pu être assommée. Tout ceci pour demander un baiser sur la bouche à une princesse comme il faut? Allons donc, ce prince Florent n'était qu'un insolent. Les poings sur les hanches, Agathe ronchonnait en faisant les 100 pas sur son balcon. Pas question d'y aller, dit-elle à voix haute pour s'en persuader. Puis elle s'arrêta pour admirer à nouveau le portrait. Florent éclatait de beauté. Après tout, un baiser n'était qu'un baiser. Agathe changea d'avis. « J'y vais, décida-t-elle. Je me cacherai et j'espionnerai. Si un vrai, il est laid, je m'en vais. S'il est beau, je reste, mais je lui dis 2 mots. » Elle prit un bain à la vanille, se fit faire un chignon bouclé, mit ses chaussures vernies et monta dans son carrosse. Une fois à l'étang, elle demanda au cocher de revenir 2 heures après. Elle attendit, seule derrière un arbre.
Avec ma robe de velours et ma petite couronne de rubis, le prince Florent va me trouver jolie, pensa-t-elle pour s'encourager. Pourtant, Florent se faisait attendre. Au bout d'un moment, elle décida de faire le tour de l'étang. Mais elle glissa et se retrouva assise dans l'eau trouble. À bout de nerfs, les cheveux défaits et la couronne sur le nez, elle hurla. « Zut, flûte et crotte !» Une voix retentit alors. « Même en colère, vous êtes belle. » Agathe, aussi rouge que ses rubis, tourna la tête à droite et à gauche. Elle ne vit personne. La voix reprit. « Agathe, je suis là, face à vous, embrassez-moi. » Du rouge de honte, Agathe passa au vert de rage. Devant elle, sur une feuille de nénuphar, se tenait une grenouille. Agathe se releva brusquement, souleva sa robe, mouillée et sortit de l'étang. Mais la grenouille sauta devant elle. « Ne partez pas si vite, vous m'attendiez. »« Certainement pas, s'énerva Agathe en rajustant sa couronne. Si vous voulez me faire croire que les grenouilles se transforment en princes, vous perdez votre temps. »« Les vrais ne parlent pas, répondit doucement la grenouille. Agathe, troublée, s'arrêta. Alors la grenouille reprit. Embrassez-moi et je vous épouserai. Agathe extirpa de sa poche mouillée le petit portrait et le regarda à nouveau. Quelle beauté, quel sourire. Votre cocher va revenir, insista la grenouille. Je vous vois souvent vous promener ici, s'il vous plaît. La princesse s'assura que personne ne la regardait et ramassa la grenouille. En se bouchant le nez, elle l'embrassa. Aussitôt, à un claquement caoutchouteux, la grenouille devint prince. C'est tout demanda Agathe en regardant un homme minuscule sur la paume de sa main. Vous m'avez embrassé trop vite, se lamenta Florent en s'asseyant sur le doigt d'Agathe. Malgré 1, 2, 3 baisers ajoutés, Florent demeura haute comme 2 oranges. Quand le cocher arriva, Agathe cacha délicatement le prince sous son étole et monta dignement dans son carrosse. Arrivée dans sa chambre, elle ressortit son prince charmant. « Je le garderai toujours dans ma poche, annonça-t-elle doucement. Vous n'aurez qu'à gratter si vous avez besoin de moi. Une semaine passa. La princesse Agathe et le prince Florent s'apprivoisaient l'un l'autre. Florent participait à tout. Caché dans la robe d'Agathe, il goûtait un secret au repas et partageait les promenades de sa belle et tenait avec elle des conversations enflammées. Le soir venu, il s'endormait bien au chaud dans le tiroir de la table de nuit. Mais malgré les rires et les secrets, leur vie n'était pas une vie. Un soir, Agathe demanda « Acceptez-vous de m'épouser même si je suis 100 fois trop grande pour vous ? Je vous aime plus que tout et vous voir caché dans un tiroir me met au désespoir. On me traitera de prince de poche. Je ne veux pas que l'on se moque de vous, soupira Florent. La princesse répliqua que sa décision était prise. Le prince l'embrassa. Dès le lendemain, Agathe appela en secret Alice, sa nourrice, et lui présenta Florent. Alice, après un moment de surprise, donna un conseil. « Si vous vous aimez, mariez-vous. Agathe, ne présentez votre prince qu'à l'heure du mariage. Votre père ne pourra ainsi s'opposer à votre décision. » Agathe prévint son père, sa mère et la cour tout entière qu'elle avait choisi son futur mari. Le prince Florent est en voyage, mais il m'a promis, dans une lettre, qu'il serait là le 30 novembre pour notre mariage, dit-elle en rougissant de son mensonge. Le roi et la reine, trop heureux de marier leur fille, à temps ordonnèrent de préparer la noce. On invita le pays tout entier. On fit venir les meilleurs cuisiniers, on réalisa la robe de mariée. Le matin des noces, une foule immense attendait dans la salle de mariage. Agathe entra seule au bras de son père inquiet. « Quelle que soit l'impression que Florent vous fera, ne m'en veuillez pas, car je l'aime, lui murmura-t-elle. Lorsqu'elle fut installée, elle sortit Florent d'une poche de fourrure qu'elle avait fait ajouter sur sa robe de mariée. Elle avait pris soin de lui coudre un bel habit noir et une minuscule chemise de soie blanche. Droite et fière, elle se retourna vers la foule, présenta son petit mari et le posa sur la chaise voisine. Un frisson de stupeur puis un immense éclat de rire parcoururent l'assemblée. On attendit que la foule se calme et la cérémonie commence. Le religieux bégaya. « Florent, acceptez-vous de prendre Agathe pour épouse ?» Le prince de Savoie fluette cria. « Oui. »
L'assistance lança mille plaisanteries, mais Agathe et Florent, loin d'être fâchés, se souriaient. À son tour et au milieu des rires, Agathe accepta d'être épouse de Florent. La suite fit taire d'un instant cette foule des médisants. Dans une lumière soudain éclatante, le prince de Poche se transforma, grâce à l'amour de sa princesse, un homme robuste, calme et plus que charmant. Il sortit emportant Agathe dans ses bras. Dehors, des centaines de grenouilles de libellules furent les premières à les acclamer. Prévenus par le canard sauvage, elles étaient venues de l'étang en sautant, en volant ou en boitant. Amanda. Le vent d'Est soufflait depuis déjà plusieurs jours en ce mois de décembre. Le jeune prince Jean rentrait au château à travers la forêt quand un chant étrange attira son attention. Intrigué, il s'immobilisa, puis partit au galop vers la clairière. Loin de cesser les plantes portées par le vent divines et mélodieuses, Jean descendit de cheval et à travers un amandier en fleurs, il découvrit une jeune fille assise près d'une fontaine. Ses vêtements en pétales de rose bleuté, déchirés par endroits, laissaient apparaître une peau blanche et délicate comme du lait. Son immense chevelure rousse semblait celle d'une fée. Elle se retourna, sa bouche pourpre et son teint d'une infinie douceur achevèrent de charmer le prince. Aveuglé par une si grande beauté, Jean ne remarqua pas le reflet cruel dans les yeux gris-vert de l'inconnu. « Qui es-tu et que t'arrive-t-il » demanda-t-il doucement. « Je suis Amanda, princesse d'un royaume lointain, » répondit la belle. « Hélas, au cours de mon voyage, mon carrosse a été attaqué. Je suis perdue et, comme de malchance, j'ai glissé sur ces pierres. J'ai froid, ma cheville ne me porte plus. Si tu me laisses là, je mourrai. » Jean, qui n'avait aucune intention d'abandonner une pareille beauté, prit Amanda dans ses bras, la fit monter en selle et marcha en tenant son cheval par la bride. Sur le chemin du retour, Amanda se mit doucement à chanter. Le vent se calma, les pierres du chemin s'aplatirent sur leur passage et les ronces s'écartèrent doucement pour ne point les griffer. Aussitôt arrivé au château, Jean fit appeler le meilleur médecin du royaume. Il ordonna que l'on habille la belle avec des vêtements dignes de son rang et pria sa mère de veiller tout spécialement sur elle. Puis, ayant promis à son père le roi Guillaume d'aller chasser, il partit. 3 jours plus tard, de retour bien avant son père, Jean s'empressa d'aller demander à la reine Iris des nouvelles d'Amanda. Il se cacha bien d'avouer que le souvenir de la belle l'avait tenu éveillé durant les 2 nuits. « Mon fils, répondit la reine Iris d'un air préoccupé, nous avons soigné la princesse Amanda comme tu l'as demandé. Bientôt nos chevaliers la conduiront chez elle et j'en suis heureuse. Tu l'as prise en amitié et la froideur de son regard me glace. »« Que me dis-tu là » s'emporta le prince. « Elle s'est blessée et nous lui offrons l'hospitalité, voilà tout. Je vais la saluer de ce pas. » Guidé par un chant d'une grande légèreté, Jean trouva la pièce où vivait Amanda. Lorsqu'elle lui sourit, il formula secrètement le vœu de l'épouser. Durant des heures, il resta avec elle, incapable de détacher ses yeux de son regard d'amande. Quand le soleil se coucha, Amanda cessa de chanter et ordonna à Jean de la laisser seule. La mort d'un lame, le prince sortit. Cependant, le lendemain matin, dès l'aube, il entendit à nouveau le chant triste et envoûtant d'Amanda. Sans même réfléchir, il se rendit devant sa chambre et après avoir toqué à la porte, il entra. Tout en coiffant sa chevelure infinie, la belle fredonnait cet air qu'il était seul à entendre. Mais contre toute attente, elle ne lui accorda pas le moindre regard. Jean crut mourir tant les yeux gris-verts lui étaient devenus indispensables. Il la supplia et tomba à ses genoux. Alors Amanda parla. « Je te regarderai le jour où tu serais roi à la place de ton père. Je t'épouserai le jour où je pourrai être reine à la place de ta mère. Débarrasse-toi d'eux. » Épouvanté par tant de cruauté, le prince Jean s'écria. « Tu ne peux pas me demander cela, c'est impossible. »
Sors d'ici et obéis-moi, ordonna-t-elle. La coiffe ensorcelée que tu as portée à ta naissance a lié ton destin au mien. Le prince Jean se précipita auprès de sa mère pour la supplier de lui dire la vérité. Le roi et moi ne pouvions avoir d'enfant, raconta Iris. Un jour, une vieille femme me promit de mettre au monde un fils à condition qu'il porte durant une année une coiffe en pétales de rose bleutée. J'ai accepté sans savoir ce que cette promesse pouvait entraîner. Jean révéla son malheur à la reine et lui demanda de l'enfermer dans la plus haute pièce du donjon afin d'échapper au destin. Incapable de se reposer, il entendit durant des heures, même à travers sans mur, le chant terrible d'Amanda. La reine Iris, folle d'inquiétude, décida de retourner à l'endroit même où elle avait rencontré la vieille pour la première fois. En chemin, elle croisait un mendiant à qui elle donna, comme à son habitude, une pièce d'or. « Dieu te le rende, ma bonne reine, dit le vieil homme. Ton regard si clair est voilé aujourd'hui. Je veux t'aider à mon tour. Comment le pourrais-tu ? Demanda Iris. Dis à ton fils de se rendre seul à minuit là où il a rencontré sa belle. Il doit emporter une grosse pièce d'argent, mettre un bâillon sur sa bouche et s'attacher sur la première branche d'un gros chêne. Iris remercia le vieil homme et retourna au château. Après le coucher du soleil, elle entra dans le donjon où Jean dormait enfin, délivré pour la nuit du chant ensorcelé. Avec douceur, Iris le réveilla. Immédiatement, le prince Jean fit ficeler son cheval, se rendit à la clairière et s'attacha à une branche du gros chêne ainsi qu'elle avait dit le mendiant. Il attendit longtemps. Soudain, la lune ronde apparut derrière un nuage et inonda la clairière de sa lumière pâle. Un vent léger se leva. Jean retint sa respiration quand Amanda apparut. Elle chantait. Le prince eut une soudaine envie de se jeter aux pieds de sa belle. Malgré ses efforts, elle ne put se dégager rapidement et ses appels demeurèrent étouffés. Bien lui a un prix, car à moins de temps qu'il n'en faut pour respirer. Amanda se ratatina à une femme vieille de 100 ans ou plus. J'attends cela depuis trop d'années, nasilla-t-elle, en se déplaçant péniblement vers la fontaine. Me voilà près de mon but. En épousant un fils de roi, j'aurai sa richesse et son pouvoir. La vieille se pencha sur la fontaine, et vit son image se refléter dans l'eau. Fontaine de cristal, lune d'argent, pleura-t-elle. L'apparence d'Amanda ne doit plus me quitter. Donnez à mon reflet la beauté éternelle. Sous le rayon argenté de la lune, l'eau de la fontaine se figea soudain en un miroir de cristal. La sorcière se coucha sur son reflet en prônant sa transparence glacée. Incapable d'en supporter davantage, le prince Jean parvint à se détacher. Il jeta de toutes ses forces la pièce d'argent dans la fontaine. Elle brisa aussitôt le miroir en 1000 morceaux. Puis lentement, la fontaine s'évapora et les amandiers reprirent leur apparence hivernale. Amanda la sorcière n'existait plus. En sautant du chêne, Jean se sentit délivré. Il remonta sur son cheval et, alors qu'il galopait vers le château, il prit une décision. « Mère, nous sommes sauves !» cria-t-il en arrivant chez lui. Et tandis qu'il se jetait dans les bras d'Iris, il ajouta « Quand le roi mon père entrera, je partirai à mon tour pour découvrir le monde. Un jour, je vous le promets, je reviendrai. » Jean. Aujourd'hui encore, debout sur la terrasse, le roi Guillaume et la reine Iris regardaient tristement leur domaine. Des jardins, des jets d'eau, et plus loin la forêt qui s'étendait à perte de vue. « Nos filles sont mariées, heureuses, » murmura Iris en se reprochant de son mari. « Quant à Jean, notre fils, cela va faire 2 ans qu'il est parti en voyage. Guillaume, parfois je me demande quelle est sa vie au-delà des mers. » Guillaume hocha la tête en entraînant sa femme à l'intérieur. « Soyez patiente, ma douce Iris, » répondit-il. « Le prince Jean a promis de revenir. » C'est ainsi. Respectons son choix et allons près du feu. L'hiver est rude cette année.
Le prince Jean avait parcouru de nombreux pays et navigué sur tous les océans, et regagné son royaume quand une tempête le réveilla un matin, et fut d'une telle violence que le bateau fit naufrage en quelques minutes. L'équipage périt noyé. Le prince dut son salut à une planche solide à laquelle il s'était accroché. Il dériva durant des heures et échoua, inconscient, sur une plage de sable fin. Lorsqu'il se réveilla, un rêve puissant flottait encore autour de lui. « Ton bonheur est joyeux et léger, chuchota le rêve. Il possède 1000 couleurs. Cherche-le et ne rentre pas chez toi sans l'avoir trouvé. » Le prince chassa ces mots encombrants pour partir à la découverte de l'île. Il trouva l'hospitalité dans un village en feuilles de cocotiers et reprit rapidement des forces. Il se nourrissait de mangues et de noix de coco et pêchait régulièrement du poisson avec ses hôtes. Un jour, cependant, il les questionna. « Qu'est-ce qui est léger, gai et paré de 1000 couleurs ?» Plusieurs réponses fusèrent. « C'est un bouba, l'oiseau rare au plumage coloré qui vit au nord de l'île, affirma un vieil homme. Son chant donne envie de danser. » Jean partit aussitôt. Il marcha tout un jour vers le nord. Soudain, près d'une rivière bleue turquoise, il entendit un chant merveilleux. Il s'arrêta. Depuis les branches des arbres, des boubas l'observaient, d'autres sifflaient. Il construisit sa hutte et entreprit d'apprivoiser ces oiseaux extraordinaires. Plusieurs semaines passèrent. Jean était devenu l'ami des boubas. Il dansait, chantait à sa guise et mangeait à sa faim. Pourtant quelque chose lui manquait. Une nuit, le rêve revint. Sa voix, tel un souffle, tourna autour de Jean. Une force manque à ta vie. Elle est caressante. Elle a un goût de miel. Cherche-la et ne rentre pas chez toi sans l'avoir trouvée. Les boubas étaient joyeux et colorés, mais rien en eux n'évoquait la force ou le miel. Jean fabriqua une pirogue, et lorsqu'elle fut prête, il embarqua son bouba préféré sur l'épaule. Il traversa la mer, aborda les terres inconnues, prit de nouveaux bateaux sans jamais se séparer de son oiseau. Un jour, le prince Jean entra à cheval dans une ville d'Orient. La population joyeuse bavardait sur un marché parfumé. Jean s'approcha d'une femme qui vendait des épices. « Sais-tu où je puis trouver une force caressante et douce comme le miel ?» La femme releva la tête. Elle parla de champs, de dattes, de loukoum, de roses, de souris. « Laisse-moi t'accompagner chez notre prince Agib, dit-elle soudain. Il se fera une joie de rencontrer un étranger. Le prince Agib le reçut avec splendeur. Jean connut les douceurs de l'Orient. Il admira des danseuses aux voiles colorés, se vêtit de soie et d'or, goûta à tous les miels. Mais malgré les couleurs, la gaieté et la douceur, Jean ne trouvait pas son bonheur. Une nuit, pour la 3e fois, le rêve revint. Une musique manque à ta vie. Parfois elle rend triste. Parfois elle demande beaucoup à ceux qui veulent l'écouter, mais elle est intense et profonde. Cherche-la et ne rentre pas sans l'avoir trouvée. Que voulait dire ce rêve? Fallait-il chercher la gaieté ou la tristesse, la profondeur ou la légèreté? Jean n'endormit plus et décida de partir. Le prince Agib lui offrit une étoile de soie et lui proposa ses meilleurs serviteurs. Lentement, la caravane traversa le désert sous le soleil brûlant. Lorsque Jean fut hors de danger, il continua seul sa route. Depuis plusieurs semaines déjà, le prince Jean cheminait en s'aidant d'un bâton choisi avec soin. Son bouba sur l'épaule, il avait cherché le bonheur dans la beauté profonde de la forêt. Il avait entendu des cris de singes, des sifflements de serpents et découvert des lunes de soleil à travers le feuillage. La vie y était intense, mais quelque chose lui manquait. Un matin, la forêt déboucha sur une plaine. Jean marcha encore longtemps. Malgré ses efforts, il ne trouvait rien. Découragé, il alla se reposer à l'ombre noire d'un baobab. Il sommeillait, les yeux mi-clos, quand d'un bruissement de feuilles, l'arbre chuchota. « Ton bonheur t'attend, prince d'ailleurs. Va droit devant toi. » Jean remercia l'arbre magique et partit. Il vit des girafes, admira des gazelles, trembla devant des lions et creusa un village comme il en avait croisé 100. Pourtant, dans celle-ci, il entra.
Près d'une rivière, une jeune fille à l'allure de reine remplissait une cruche d'eau. Il s'approcha d'elle. Au sourire qu'elle lui adressa, il comprit qu'elle l'attendait. « Je suis Fatou, dit-elle simplement. Au pied de Fatou, Jean posa son bouba, son étole de soie et son bâton de marcheur. Le rêve puissant les enveloppa, parfumant leurs pensées et l'air qui respirait. Jean la prit par la main, Fatou le prit pour époux. Ils vécurent 100 jours et 100 nuits enlacés par le regard et par les mots 1000 instants caressants, légers, colorés, profonds, 1000 moments intenses. Pourtant, un matin, alors que le ventre de Fatou s'arrondissait, le prince Jean alla se réfugier sous le baobab, sa tête enfouie dans ses mains. « Pourquoi cette tristesse, prince d'ailleurs » demanda l'arbre magique. « Mon château est loin, soupira Jean. J'ai promis de revenir, pourtant Fatou doit vivre ici et je ne la quitterai jamais. Va la chercher, elle ne veut que ton bonheur, murmura le baobab. Le prince Jean revint, la belle Fatou dans ses bras. Des animaux les suivirent sous l'immense baobab. Aussitôt un épais brouillard les entoura. Ta vie est ici, prince Jean, chuchota l'arbre magique. Va, reprends des forces et apaise ta tristesse. Tu reviendras quand il sera temps. La terre trembla sous les pieds. Le roi Guillaume et la reine Iris contemplaient leur domaine. Soudain, les jardins et les jets d'eau s'animèrent d'une joie bondissante. Des girafes, puis des antilopes et enfin des éléphants arrivèrent un premier. Puis ce fut au tour de leur fils, Jean, qui tenait par la main sa femme au ventre rond. Iris implora de joie. Une semaine de fête fut donnée à l'honneur de la princesse Fatou, du prince Jean et de leur futur enfant. Lorsque quelques mois plus tard ils repartirent du château, ils promirent de revenir à chaque bébé que l'amour leur donnerait. Ils revinrent très souvent car ils eurent 20 enfants. Voilà, c'est terminé pour ce livre d'histoire, de petits contes, de princesses. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres histoires ensemble. Merci de votre attention. Ciao.